Netanyahou à Washington devant le Congrès. C'est un discours qui n'avait pas du tout plu au président américain qui, par ailleurs, ne l'avait pas reçu à la Maison-Blanche. Bonjour Emmanuel Navon, on vous retrouve depuis Jérusalem. Bonjour. Bonjour. Navon, excusez-moi pour la prononciation. Vous êtes directeur du département de sciences politiques au Collège universitaire orthodoxe de Jérusalem. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et par ailleurs vous êtes membre du Likoud, Emmanuel Navon. Ces relations entre Israël et les États-Unis, elles sont extrêmement tendues. Pendant la campagne israélienne qui a vu, rappelons-le, la reconduction du chef du gouvernement, le Likoud, le parti donc de Benjamin Netanyahou, a dénoncé l'ingérence des États-Unis dans la campagne, notamment en pointant du doigt cette affaire, le fait que d'anciens conseillers de Barack Obama étaient impliqués dans une ONG américaine soupçonnée de financer illégalement les principaux partis de l'opposition israélienne dans le but d'empêcher sa réélection. Cet allié indéfectible américain, il a, Emmanuel Navon, jamais été aussi distant. Qu'est-ce que ça vous inspire du côté d'Israël? C'est quelque chose qui vous inquiète, Emmanuel Navon? D'abord, sur le plan des faits historiques, ce n'est pas exact que les relations n'ont jamais été aussi distantes. Je vous rappelle d'abord que les relations stratégiques entre Israël et les États-Unis n'ont commencé que au milieu des années 60, que dans les années 50, l'administration Eisenhower, au contraire, avait une politique d'unir le monde arabe autour du camp pro-américain avec la création de l'Alliance de Bagdad en 1955, la condamnation très ferme d'Israël après la guerre de Suez en 56, et même après les années 60, c'est vrai que c'est au milieu des années 60 qu'une telle relation stratégique s'est formée. Mais il y avait eu des périodes de tension très fortes, en particulier en 1975, entre le président Gerald Ford et le premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, dans la mesure où l'administration Ford, par le biais de Henry Kissinger, voulait forcer Israël à signer un deuxième accord cadre de désengagement avec l'Égypte. Et parce que Yitzhak Rabin, au début, avait refusé, le président Ford avait menacé Israël de faire un reassessment, de refonder complètement la relation avec Israël. Et il y avait une tension très forte à l'époque. Donc finalement, ça ne vous inquiète pas tant que ça, Emmanuel Navon, quand par exemple Barack Obama dit on va peut-être réévaluer notre position sur la question d'un vote éventuel aux Nations Unies sur la reconnaissance d'un État palestinien, vous n'êtes pas tant inquiet que ça? Je ne suis pas inquiet parce que d'abord, le terme qu'il a employé, reassessment, c'est exactement le même terme qui avait été employé à l'époque par Gerald Ford, comme je viens de le dire. Et lorsque Barack Obama parle de la position de la politique des États-Unis aux Nations Unies, je vous rappelle tout de même que Barack Obama est au pouvoir pendant encore 22 mois, qu'il est minoritaire aujourd'hui avec un congrès majoritairement républicain. Et c'est vrai que les prérogatives de politique étrangère appartiennent essentiellement au président, mais le Congrès a déjà menacé de cesser le financement des Nations Unies en cas d'une telle politique américaine. Donc Barack Obama n'a pas complètement les mains libres aux Nations Unies. D'accord, donc on comprend très bien que vous n'êtes pas inquiet. Par ailleurs, la stratégie aujourd'hui d'Israël sur la question de cet accord sur le nucléaire iranien, alors j'ai bien précisé qu'il s'agissait pour l'instant d'un accord cadre et qu'il y avait encore beaucoup de choses à discuter, mais c'est vrai que Barack Obama a parlé d'un accord historique. Du côté de Benjamin Netanyahou, on a parlé d'une erreur historique. Ça va être quoi maintenant la stratégie d'Israël sur ce dossier, précisément? Je pense que la stratégie d'abord du gouvernement qui va être formé, parce que n'oubliez pas que nous venons d'avoir des élections et que par conséquent nous avons pour l'instant toujours un gouvernement de transition qui est le gouvernement sortant. Donc beaucoup va dépendre de quel gouvernement va émerger. Il y a quand même encore deux scénarios possibles, à savoir soit un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et les travaillistes, ou bien un gouvernement de droite avec les partis religieux. La politique du gouvernement ne sera pas la même en fonction de la coalition qui émerge d'ici 2 ou 3 semaines, mais je pense que de toutes les manières, le Premier ministre sera bien entendu Benjamin Netanyahou, et je pense que sa stratégie va consister à essayer de convaincre aussi bien l'administration américaine que le Congrès et les autres puissances qui ont négocié au nom de l'Occident, qu'il faut absolument que les sanctions soient maintenues et que surtout l'accord soit vérifiable. Et pour reprendre la phrase de Benjamin Netanyahou lors de son discours au Congrès, dans le rapport de force entre les États-Unis et l'Iran, c'est les États-Unis qui sont une superpuissance et c'est eux qui sont en position de force. Et comme il l'avait dit au Congrès, les Iraniens, ont besoin de cet accord plus que vous en avez besoin. Il semble que le président Obama ait voulu un accord à tout prix et dans les quelques mois qui vont se découler, Benjamin Netanyahou va tout faire pour essayer de convaincre Obama, mais également le Congrès, que pour que les sanctions soient maintenues et que surtout,
l'accord soit vérifiable. Encore un petit mot, puis je vais faire réagir Alain Diakov qui est avec nous ici en plateau, parce que vous avez raison de rappeler ces tractations. Benjamin Netanyahou dispose jusqu'au 7 mai prochain pour présenter sa coalition au président. Visiblement, ce temps, il va quand même être nécessaire, parce que la tâche est évidemment difficile. Les exigences des uns et des autres sont fortes. Les candidats potentiels n'ont pas l'air tout à fait satisfaits, à l'instar, par exemple, du chef de file du parti Abayit Ayehoudi, le foyer juif, Naftali Bennett, qui accusait il y a quelques jours à la radio Netanyahou de prendre les députés du Likoud pour des pigeons, je le cite. Donc cette nouvelle coalition qu'on attend plus à droite que la précédente. Alors évidemment, vous avez dit, il y a l'autre option qui est celle de l'accord avec les travaillistes. Mais si c'est une droitisation finalement qui sort de tout cela, si le prochain gouvernement est plus à droite que le précédent, est-ce que ça ne risque pas d'isoler encore davantage Israël, et est-ce que ça ne risque pas de jouer en faveur précisément, alors ça c'est évidemment pour le symbole, mais en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien? Emmanuel Navon. Vous savez, je vous rappelle que historiquement, en 1999, lorsque Ehud Barak et le Parti travailliste avaient gagné les élections en Israël contre Benjamin Netanyahou, tout le monde parlait à l'époque d'une amélioration du statut international d'Israël, de la fin de l'isolement d'Israël, parce que les travaillistes avaient gagné. Effectivement, tout de suite, Ehud Barak a réengagé les négociations avec l'autorité palestinienne, qui se sont soldées par le fiasco de la conférence de Camp David en juillet 2000, dans laquelle le premier ministre israélien de l'époque avait offert une proposition de paix qui a été refusée par Arafat, et que Arafat avait répondu par une guerre que l'on appelle aujourd'hui la deuxième intifada. Et donc cela avait isolé Israël encore plus. La question est de savoir si on parle à long terme ou à court terme. Lorsque, encore une fois, la gauche avait gagné les élections en 99, la communauté internationale était enthousiaste, mais au bout d'un an, après l'échec de ce processus d'Oslo, c'est Israël qui avait été accusé de l'échec et isolé, alors même que c'est Arafat qui a repoussé la proposition de paix et ouvert les hostilités. Et Alain Diakov, réaction plateau. Écoutez, je pense que sur un point, je suis en effet tout à fait d'accord pour dire que les relations israélo-américaines ont déjà dans le passé pu connaître des hauts et des bas. Il y a un autre épisode que l'on peut aussi évoquer qui est celui du début des années 90, lorsque Bush père était président aux États-Unis et qu'Israël a commencé à accueillir avec la fin de l'Union soviétique des centaines de milliers de juifs originaires de l'ex-Union soviétique, et qu'Israël avait besoin donc d'une garantie sur des crédits bancaires pour pouvoir accueillir justement cette immigration, et que le président américain avait très clairement dit au Premier ministre de l'époque, Yitzhak Shamir, que ces garanties étaient liées à un engagement en faveur du processus de paix qui avait démarré précisément en 1991. Donc oui, c'est vrai, il y a déjà eu des épisodes de cette nature-là. Je dirais que peut-être la spécificité qui me semble quand même plus forte depuis que le président Obama est au pouvoir, c'est que tout de même c'est quelque chose qui s'est installé vraiment sur la longue durée, quoi, et que ces relations entre le pouvoir exécutif américain et le gouvernement israélien sont particulièrement en effet distantes, mais vraiment sur la longue durée, c'est-à-dire depuis maintenant quelques années. Emmanuel Navon, juin 2009, il y a un discours très important à l'université Bar-Ilan de Netanyahou qui se rallie à la solution à deux États. Et puis en 2012, il envoie même une lettre à Mahmoud Abbas dans laquelle il s'engage ouvertement à la création d'un État palestinien démilitarisé. Et voilà qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est ce qu'on a entendu durant la campagne récemment de la bouche de Netanyahou, il n'est plus en faveur d'un État palestinien. Permettez-moi une question naïve, Emmanuel Navon. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? D'autant que tourner le dos à cette solution à deux États, ça revient aussi à crisper des partenaires très importants comme les États-Unis. Emmanuel Navon. Je suis pas le porte-parole du Premier ministre. Bien sûr. Mais comment vous analysez la chose? C'est simplement l'interview qu'il a donnée à la chaîne NBC au lendemain des élections, dans laquelle il a précisé sa position, à savoir qu'il n'est pas revenu sur ce qu'il avait annoncé dans le discours de Bar-Ilan. Qu'est-ce qu'il avait dit dans le discours de Bar-Ilan? Il avait dit la chose suivante: nous ne voulons les Palestiniens ni comme nos sujets, ni comme nos citoyens. Et par conséquent, Israël se résigne à la création d'un État palestinien, pas à cause de la réalité démographique qui est ce qu'elle est, mais avec deux conditions, à savoir que cet État devrait être démilitarisé
et reconnaître Israël comme l'État-nation du peuple juif, ce qui signifie en fait renoncer de facto au ce soi-disant droit au retour, qui consiste selon les Palestiniens à octroyer le droit à la citoyenneté israélienne aux descendants des réfugiés de 1948. Ce qu'il a dit pendant la campagne et qu'il a répété dans son interview à NBC, c'est que depuis le discours de Bar-Ilan, n'oubliez pas que le Proche-Orient a changé. Et ce que nous avons aujourd'hui dans le Proche-Orient, c'est que nous avons une implosion des États arabes qui ont été créés finalement par l'Europe après la Première Guerre mondiale, en particulier des pays comme l'Irak, comme la Syrie, comme la Libye, des pays qui implosent et qui sont remplacés par des forces islamistes radicales. Nous avons un Iran aujourd'hui qui se renforce grâce à cet accord qui est en train d'être négocié et qui soutient aujourd'hui les forces les plus radicales de la région, qui contrôlent 4 capitales arabes, Bagdad, Damas, Beyrouth et Sanaa, qui est au seuil de l'arme nucléaire et qui s'est engagé déjà à armer l'État palestinien dès qu'il sera formé. Cette réalité, on ne peut pas l'ignorer dans un tel contexte régional. Donc ce que vous nous dites essentiellement, c'est le contexte a changé. Le contexte a changé, c'est-à-dire qu'Israël n'est pas revenu sur le fait qu'il y a une réalité démographique à laquelle nous nous résignons, mais encore une fois, les conditions qui sont celles qui se sont développées ces 3 dernières années dans la région, à l'heure actuelle aujourd'hui, créer un 23e État arabe à 10 km de Tel Aviv qui sera armé par l'Iran. Effectivement, la réalité démographique est un mal de tête pour Israël, mais à ce stade-là, entre le mal de tête et le suicide, nous choisirons le mal de tête. Alain Diekhoff. Alors, dernière réaction avant de libérer Emmanuel Navon. Oui, disons que simplement sur ce point-là, j'aurais évidemment une perspective un peu différente.